Salut les petits curieux. Et si je vous disais on est plus proche du singe que de la sauterelle? Un enfant de 5 ans pourrait me dire oui, on est plus proche du singe. Mais si je vous dis on est peut-être plus proche du champignon que de la salade, là vous avez un doute. Eh bien, on peut le savoir. Et ça, il suffit de connaître l'arbre du vivant. Pour commencer, il faut comprendre qu'est-ce que l'arbre du vivant, aussi appelé l'arbre phylogénétique. Ça veut dire quoi phylogénétique? Eh ben, ça vient du grec ancien phylon, qui signifie race ou lignée, et génésis, qui signifie origine. Excusez-moi de l'accent, je parle pas grec ancien. En clair, c'est une représentation schématique des liens de parenté entre les êtres vivants actuels, comme le chien, le loup, le chat, mais aussi qui ont disparu, le T-Rex, le mosasaure, et c'est un peu comme un arbre généalogique, mais pour tous les êtres vivants de la planète, avec quelques spécificités. Voici l'arbre du vivant tel que vous pouvez le trouver sur le site LifeMap, donc accessible sur un ordinateur ou un téléphone. Mais il est un peu compliqué, hein. Pour faire plus simple, on va partir d'un schéma. Un schéma d'un arbre, comme les arbres généalogiques. Mais là, on va expliquer plus en détail qu'est-ce que signifie chaque chose sur ce dessin. Les branches de cet arbre représentent des clades ou une lignée évolutive. On considère du coup un clade ou une lignée évolutive comme un regroupement d'organismes qui partagent des points communs, souvent anatomiques, comme des poumons, un système nerveux, un crâne ou une colonne vertébrale, mais également des pistils par exemple pour les plantes. Il peut aussi avoir des points communs morphologiques, des ailes, des feuilles, mais attention, il y a quelques pièges. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais aussi, il y a surtout des points communs génétiques, grâce à l'ADN. C'est là d'où vient le nom phylogénétique, avec bien sûr le mot génétique qui vous fait forcément rappeler à des cours de SVT. Également, sur ce schéma, vous trouverez des points jaunes. Ils sont placés exactement où les branches se séparent en deux. Cela s'appelle un nœud. Il représente le dernier ancêtre commun entre les deux branches qui viennent de se séparer. Cela marque une différenciation de la branche principale en deux espèces ou deux taxons différents. Et nous finirons, pour ce qui est pour nous les feuilles, par les espèces qui sont représentées au bout des branches. Maintenant qu'on a tous les éléments, comment on le lit? C'est beaucoup plus simple de commencer par la feuille. La feuille, on sait que c'est l'espèce, le loup, le chien, par exemple. Si on prend l'exemple du chien, cette feuille ou l'espèce est rattachée à une branche ou à une lignée évolutive. Cette première est la famille. Pour le cas du chien, ce serait les canidés. Mais cette branche est rattachée à une autre branche. Cette deuxième branche, c'est le clade des carnivores. Et on pourrait continuer comme ça sur tout l'arbre. Mais on va pas aller jusqu'à là. On y reviendra tout à l'heure. J'ai peur de vous perdre. Aujourd'hui, on connaît environ 2 millions d'espèces actuellement décrites, mais on estime qu'il en existe en vérité 8 à 10 millions d'espèces vivantes sur Terre. Selon les scientifiques, ce serait principalement des bactéries. Mais on peut être surpris par la grande diversité du vivant. Donc, si on prend les chiffres, seulement 20% des espèces actuelles de notre planète bleue ont été découvertes. Mais on parle des animaux actuels. Il ne faut pas oublier que des espèces se sont éteintes à jamais, comme le T-Rex ou le mosasaure. Désolé, Jurassic Park. Et d'autres qu'on ne saura jamais qu'elles ont existé, car leurs restes ne se sont pas conservés par fossilisation, comme certains dinosaures, comme je vous l'ai dit plus tôt, le T-Rex ou le Triceratops. Les scientifiques estiment donc à 99% le nombre d'espèces ayant existé sur Terre et qui se sont déjà éteintes. Mais d'où il vient l'arbre du vivant? C'est une bonne question. Et pour le trouver, on va faire un peu d'histoire. On commence à classer les êtres vivants
depuis la Grèce antique, avec Aristote, le pionnier de la zoologie, ou Théophrate pour la botanique. Mais on ne peut pas encore parler d'arbres du vivant. On dit plutôt qu'il les classe par utilité ou par leur ressemblance. C'est au début du XVIIIe siècle que l'on classe les animaux et les plantes selon la classification traditionnelle. Son précurseur est le naturaliste suédois Carl von Linné, qui imposera un système de nomenclature binomiale avec un double nom latin qui est composé du genre et de l'espèce. Pour faire plus simple, prenons l'exemple du loup. Il possède un nom dit vulgaire, le loup en français, mais qui est différent selon la langue, wolf en anglais. Il possède aussi un nom scientifique en latin, qui vient du système binomial. Comme je l'ai dit plus tôt, il est composé du genre, Canis, et de l'espèce, Lupus. L'individu s'appelle donc Canis lupus. Lupus. Ce nom ne changera pas selon le pays, ce qui facilite grandement les échanges entre les scientifiques. Pour parler d'une même espèce, ce qui est une avancée exceptionnelle, toujours utilisée aujourd'hui. Linné classera également en 3 règnes le vivant, minéral, végétal et animal. Son livre, Le système de la nature, divisera même les animaux en 6 groupes. Quadrupèdes, oiseaux, amphibiens, poissons, insectes et vers. Bon, c'est pas exactement ça, mais ça montre quand même une vraie volonté déjà à l'époque de vouloir classer les choses. C'est un Français, Jean-Baptiste Lamarck. Et oui, un Français. Très contesté pour son travail, il remettra de l'ordre pour délimiter le vivant, et donc par conséquent l'arbre du vivant. Il corrigera Linné sur le fait que le vivant et l'inorganique ne peuvent pas être classés ensemble, ce qui est une révolution pour l'époque. Ce n'est pas la seule chose que Lamarck fera. Il sera aussi un précurseur de l'évolution, que Darwin parachèvera quelques années plus tard. Lamarck émettra comme hypothèse que l'hérédité, la reproduction, permet aux organes et aux fonctions non utilisées de disparaître. Comme exemple, l'homme n'a plus de queue parce que par rapport au singe, il n'a pas besoin de grimper aux arbres. Un autre grand exemple est celui de la girafe. C'est dû à ses ancêtres qui ont tiré sur leur cou que la girafe a le long cou qu'elle a aujourd'hui. L'évolution ne marche pas comme ça malheureusement. C'est un début et comme je l'ai dit, il permettra de développer cette idée d'évolution au fil des années. Le mot phylogénie, lui, apparaîtra un peu plus tard. Ce mot, qui signifie l'étude des liens de parenté entre les espèces, est introduit pour la première fois par un biologiste allemand, excusez-moi de la prononciation, Ernest Haeckel, en 1866. Dans ses 2 ouvrages, Morphologie générale des organismes, et en 1868, dans L'histoire de la création des êtres organisés. Il sera aussi introduit plus tard par Darwin en 1872 dans L'origine des espèces et sa théorie de l'évolution. Mais je parlais d'arbres phylogénétiques et donc de l'utilisation de la génétique dans les liens de parenté entre les espèces. Eh bien, on suppose que le premier essai a été réalisé en 1904 par le travail de George F.F. Nuttall. Mais réellement, le cadre théorique, lui, apparaît en 1960 avec le travail d'Emil Winkelkamp et Linus Pauling. En 1980, un autre boom pour la classification apparaît. C'est les nouvelles technologies qui ont permis une accélération des analyses génétiques à grande échelle. C'est donc la fin de la classification traditionnelle, qui est basée seulement sur la morphologie des espèces, et le début de la classification génétique, et donc, par conséquent, la classification phylogénétique, basée, elle, sur la morphologie, mais aussi également la génétique, et donc l'ADN. On s'arrêtera là pour cet épisode sur la partie histoire. Mais si ça vous intéresse et que vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur l'histoire de la classification, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ce serait avec plaisir que je développerai toute cette partie. Bon, on comprend un peu l'histoire. Mais comment on s'y retrouve avec toutes ces espèces, ces genres, ces règnes? Eh ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. Effectivement, c'est pas simple. Cependant, nos ancêtres ont bien réussi à classer le vivant. Alors, pourquoi pas nous? Je l'ai dit plus tôt, les êtres vivants sont classés par clade. Pour rappel, un clade, c'est un ensemble d'organismes qui partagent des caractéristiques communes, qui viennent d'un ancêtre commun. C'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Comme exemple de groupe monophylétique, on peut donner les mammifères.
ils allaitent leurs petits et présentent des poils. Leurs ancêtres communs aussi, ils allaitaient leurs petits et présentaient des poils. Et donc, ces caractéristiques viennent de cet ancêtre commun. Ce qui n'est pas le cas des groupes polyphylétiques. Ils ont effectivement des caractères communs, ils ne viennent pas d'un ancêtre commun. Et donc, ils viennent de lignées différentes. Pour exemple, on prend un hibou, une chauve-souris et une libellule, on est d'accord, ils ont des ailes. Mais quand on regarde, elles ne se ressemblent absolument pas. Eh bien, ces caractéristiques ne viennent pas d'un ancêtre commun. Car leur ancêtre commun à tous les trois, lui, ne possédait pas d'ailes. Donc, ce caractère est arrivé beaucoup plus tard dans l'évolution. C'est ce qu'on appelle du coup une évolution morphologique convergente, aussi nommée homoplasique. Il existe aussi un troisième type de groupe, les groupes paraphylétiques. Le principe de ce groupe est d'isoler une espèce d'un clade. Par exemple, les mammifères. On va considérer que les femelles ne pondent pas d'œufs. On exclut alors les ornithorynques, qui sont pourtant des mammifères, car les femelles allaitent leurs petits et ils ont des poils. En plus de ça, c'est prouvé génétiquement. Nous parlons alors de paraphylétique. Ça ne peut pas être considéré comme un clade, car on supprime de ce clade des espèces qui en font partie. Bon, revenons au clade. Comme vous l'avez compris, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les groupes monophylétiques. Il existe donc plusieurs degrés de clade, allant du plus grand, avec le domaine, et le plus petit possible, qui est l'espèce, et si on va encore plus bas, la race ou la sous-espèce. On va commencer par le plus grand des clades, le domaine. Il en existe 3 dans l'arbre du vivant. Les eucaryotes, qui possèdent des cellules complexes, les bactéries, qui possèdent des cellules simples, et les archées. En dessous, nous avons le règne, qui regroupe de grands ensembles du vivant, comme les animaux, les végétaux ou les champignons. En dessous, nous avons les embranchements, qui regroupent par exemple les chordés. Encore en dessous, nous avons les classes, avec des groupes très connus, comme les mammifères, les poissons ou les amphibiens. En dessous de la classe, nous avons les ordres. Pour vous donner un exemple, les carnivores, c'est un ordre, avec les ours, les loups et les lions. Nous avons ensuite la famille qui, elle, regroupe des animaux comme le chien, le loup et le dingo, sous le groupe des Canidae. Les familles peuvent se rediviser en genres. Là, on trouve des espèces très proches, comme le genre Canis, qui regroupe les espèces comme le chien ou le dingo, par exemple. Et là, on arrive au niveau de la feuille. Comme je vous ai dit, la feuille, c'est les espèces. Le niveau de base de l'arbre phylogénétique. Il regroupe des individus qui sont capables de se reproduire entre eux et d'avoir une descendance fertile, comme Canis lupus. Mais c'est pas tout à fait vrai. Après, pour cette vidéo, nous n'irons pas trop loin non plus. Dites-vous que dans la majorité des cas, c'est vrai. Si nous voulons aller encore plus loin, en dessous de l'espèce, nous avons les sous-espèces et les races. Comme vous et moi, nous avons des chiens. Eh ben, les chiens peuvent être divisés en races. Bien sûr, un Doberman, un berger allemand et un caniche ne se ressemblent pas forcément, mais ils peuvent se reproduire. C'est donc des races. Ils font partie de l'espèce des chiens, du genre Canis, de la famille des Canidae, de l'ordre des carnivores, de la classe des mammifères, de l'embranchement des chordés, du règne, bien sûr, des animaux, et du domaine des eucaryotes. Et là, on a fait tout le chemin de l'arbre phylogénétique. Est-ce que c'est pas merveilleux? Attention, dans l'arbre du vivant, il peut avoir aussi des super ou des sous-classements, comme par exemple le surordre des batraciens, qui regroupe des animaux comme les grenouilles, les salamandres ou les axolotes. Mais il peut aussi avoir par exemple des sous-embranchements, les craniates, qui sont des animaux qui possèdent un crâne. Bon, super. On a vu la théorie, qu'est-ce que l'arbre du vivant, son histoire et comment on classe les êtres vivants. Maintenant, je vous propose de faire un petit exercice sous forme d'exemple avec, pour commencer, la crevette grise et ensuite l'hippopotame pygmée. Pour ça, je vous laisse un petit temps, mettre la vidéo sur pause, le temps d'aller chercher le site internet LifeMap pour faire avec moi cet exercice. Bon, on va commencer par la crevette grise. La crevette grise a des cellules complexes. Elle fait partie du domaine des eucaryotes. Ensuite, on sait que la crevette, c'est un animal, donc règne animal. Il fait partie des embranchements des arthropodes, car ses membres sont articulés et il possède un exosquelette. Vient ensuite le sous-embranchement. Là, on va aller sur les crustacea. Vous le voyez, ça ressemble un peu à crustacés. Ensuite, la classe. Il fait partie de la classe des Malacostraca. Eh oui, on est en latin, pas en français. Et sur le site, c'est pareil, malheureusement, pour ceux qui feront l'essai. Il fait partie de la sous-classe des Eumalacostraca, en dessous de l'ordre des décapodes, avec
les crabes et les homards. En dessous, nous avons les sous-ordres. Et là, il faudra chercher la Pleocemata. Pour vous aider, je vais vous l'épeler car c'est pas très simple, surtout avec mon accent quelque peu douteux. Donc Pleocymata. Il fera ensuite partie de l'infraordre des Caridea. On va aller plus vite. Vous le voyez, ça commence à un peu se dégager. La crevette fait partie de la famille des Crangonidae, du genre Crangon et de l'espèce Crangon. Voilà, vous avez trouvé la crevette grise. Bon, on a fait la crevette grise. On va prendre un deuxième exemple avec l'hippopotame pygmée. Je vais laisser quelques instants, le temps à ceux qui ont fait l'exercice sur la crevette de revenir en arrière sur l'arbre phylogénétique pour recommencer à zéro. Vous pouvez le mettre sur pause si je vais trop vite. On commence. L'hippopotame pygmée a des cellules complexes, c'est donc un eucaryote. Il fait aussi partie du règne animal, comme je l'ai dit plus tôt, de l'embranchement décordé ce coup-ci, car il possède une corde, ce qui est pour les vertébrés la colonne vertébrale, ou plus précisément, c'est la moelle épinière. Il fait partie du sous-embranchement des crâniates. Ça se voit au vu de sa tête. S'il n'avait pas de crâne, ça sera plutôt une crêpe. Bon, je vous l'accorde, la blague était un peu vaseuse. Il fait partie de l'ordre des Arctinodactyla, avec les vaches, les girafes et les cerfs. Son sous-ordre, les Whippomorpha, regroupe lui les baleines et les dauphins. Ensuite, nous irons chercher la famille des Hippopotaminidae, ou Hippopotamidae sur l'arbre, le genre Hexaprotodon et l'espèce Hexaprotodon liberensis. Si j'ai été trop vite, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Bon, on vient à la classification de l'hippopotame. Quelque chose ne vous choque pas? Cela veut dire que si on suit l'arbre phylogénétique, l'hippopotame est plus proche d'une baleine que de l'éléphant. Cela montre que la phylogénie casse parfois nos intuitions et que la génétique nous a permis d'aller plus loin dans la recherche. Autrefois, on aurait dit que l'hippopotame et l'éléphant étaient cousins, et pas du tout la baleine ou le dauphin. Voilà pourquoi la phylogénie est passionnante. Nous ne pouvons qu'être émerveillés par sa magie. Bon, très bien, on a fait les animaux, mais je sais qu'on a des fans de botanique. Donc, on va faire le parallèle avec les plantes. Les plantes sont classées en clades, comme les animaux, avec des lignées majeures, comme les mousses, les fougères et les plantes à fleurs. On peut donc démontrer que l'on peut effectuer la même opération que pour les animaux, en s'appuyant sur l'exemple de la rose de Chine. Je vous laisse quelques instants ou mettre la vidéo sur pause, le temps de remettre l'arbre phylogénétique comme il était. On est donc reparti avec le domaine, donc, qui est les eucaryotes. Car oui, les plantes ont des cellules complexes, tout comme nous. Ce qui va changer, et assez vite, c'est le règne, avec les Viridiplantae. C'est donc les vraies plantes. L'embranchement des streptophytes pour les plantes vertes, la classe Manuliopsida pour les plantes à fleurs, l'ordre, ça sera les rosales, la famille, les rosacées, la sous-famille, là, un peu plus compliqué, les Rossuadae, le genre Rossa et l'espèce Rossa chimensis. Voilà, on a réussi à faire avec les plantes ce qu'on a fait avec les animaux, mais on pourrait faire exactement pareil avec les champignons ou les bactéries. Bon, on va pas le faire car la vidéo serait beaucoup trop longue et commencerait à être lourde. Aujourd'hui, du coup, on sait que les champignons, qui étaient longtemps classés comme des plantes sans chlorophylle, sont finalement plus proches des animaux que les végétaux, grâce principalement à la génétique. Du coup, la question que je vous ai posée précédemment, c'est effectivement, nous sommes plus proches des champignons que de la salade. Et ça, vous pouvez maintenant le vérifier. Je vous laisse le faire et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les partager. Pour conclure, l'arbre du vivant, ou l'arbre phylogénétique comme vous le préférez, est une carte vivante des relations entre toutes les espèces. Il évolue encore à mesure que la science progresse. Dans la prochaine vidéo, on détaillera plus précisément certaines grandes branches, en commençant par les animaux. Bon, la vidéo se termine. C'était un grand plaisir de pouvoir vous partager ma grande passion de l'arbre du vivant. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et surtout à partager la vidéo. Car dans les prochaines vidéos, on plonge dans l'histoire incroyable de nos cousins les animaux. Merci à tous et ciao!